Alors, je voulais vous citer d'abord en préambule quand même quelques chiffres sur lesquels avait communiqué la métropole du Grand Paris en septembre lorsqu'ils ont lancé leur pacte pour une logistique métropolitaine. À savoir, est-ce que vous saviez qu'il y avait 200 millions de tonnes par an en Île-de-France, dont 90% par la route, qui circulent rien qu'en logistique, mais aussi 4,4 millions de mouvements hebdomadaires, dont 62% rien que sur le territoire de la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris, c'est Paris, les 3 départements Petite Couronne et quelques communes dans les autres départements. Il y a eu le Black Friday vendredi, mais on est quand même dans une ville zéro carbone, donc il faut quand même un peu financer la transition écologique et énergétique. Et quand on pense au financement des territoires, on pense à la Caisse des dépôts, pardon, à la Banque des territoires, parce que vous avez changé de nom. Alors Marianne Oradour, directrice Île-de-France territoire, pourquoi justement vous êtes partie prenante de ce pacte pour une logistique métropolitaine aux côtés de Patrick Ollier et de tous les maires de cette grande intercommunalité? Bonjour. Bonjour César. Et merci d'inviter la Banque des Territoires à cette table ronde sur la logistique. Vous venez de le dire, la logistique, c'est un enjeu majeur. D'abord, un enjeu par la masse. Vous venez de dire 200 millions de tonnes de marchandises par an en Île-de-France. D'ailleurs, quand on dit 200 millions de tonnes en Île-de-France par an, ça ne fait pas beaucoup réagir. 200 millions de tonnes par an en Île-de-France. Mais quand on dit que c'est 55 kilos par jour et par habitant, ça transforme, et là on se dit, mais c'est pas possible. Donc voilà, donc ça donne quand même la dimension de cette problématique et de cet enjeu. La logistique, par ailleurs, c'est le transport des marchandises, et la logistique urbaine, c'est le transport des marchandises dans la ville. C'est un secteur qui est en train de se transformer complètement, qui est totalement percuté par la data, par le numérique, par le digital, et qui voit par le e-commerce sa chaîne de valeur totalement se transformer. Et on passe d'un secteur qui était complètement B2B à un secteur qui devient B2C, voire C2C, hein, puisque avec eBay, avec Le Bon Coin, on a une logistique qui se déplace complètement sur sa chaîne de valeur. Et puis, la logistique, c'est un enjeu qui est totalement au centre de la ville. C'est pour ça que la métropole en a fait ce pacte de la logistique, avec un enjeu pour la ville qui est global. D'abord, je crois que c'est un enjeu de sécurité. En fait, une ville qui n'a plus de logistique, ça s'appelle une ville en état de siège. Et c'est une ville qui ne tient pas plus de quelques jours. C'est un enjeu aussi de développement économique. C'est un sujet d'attractivité. Dans le pacte de la logistique, la métropole rappelle les chiffres du développement économique de la logistique. C'est 400 000 emplois, 10% du PIB, 400 000 emplois en Île-de-France et 10% du PIB au niveau national. En plus, c'est un secteur qui augmente très rapidement. C'est un secteur qui, en termes de développement économique, augmente de 15% par an. Et puis, c'est un sujet central de l'aménagement urbain qui questionne le foncier, puisque c'est un secteur qui est très consommateur de foncier, puisqu'il s'agit de poser des marchandises, des entrepôts. Donc, il pose la question foncière, il est rattrapé par la question foncière, et notamment la question du coût du foncier, avec une problématique qui va se poser sur l'hypercentre, où la logistique peut pratiquement plus s'installer, et donc est ramenée dans la périphérie, ce qui repose la question des camions, de la circulation et de toutes les flux de logistique. Et puis ça pose aussi la question de l'espace public, ça pose la question de l'urbanité, ça pose la question du conflit de voirie, du conflit sur l'espace public, de l'espace public à partager, de combien de pourcentage d'utilisation de cet espace public. Et alors qu'elle questionne toute la ville, cette logistique, il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'autorité organisatrice de la logistique, ce qui pose effectivement une véritable question et qui laisse en fait ce secteur et ce marché s'installer. Et puis, la question qui est au cœur de notre table ronde,
c'est la question de la transition écologique et énergétique, évidemment qui est posée par la logistique, puisque le parc utilitaire lourd et léger est entièrement diésel. Et donc, ça pose effectivement de l'empreinte carbone. D'ailleurs, les poids lourds dans la région Île-de-France, c'est 10% du trafic, mais c'est le tiers du dioxyde de carbone et le quart du CO2, je crois. Enfin, vous nous direz plus précisément ces éléments au niveau de la recherche. Mais donc, ça pose effectivement une véritable question qui est complètement prégnante, évidemment, dans Paris, qui a le triste record, quand même, il faut le rappeler, de la congestion urbaine, bien au-delà de Londres, bien au-delà de Berlin, et avec 1,5 million de personnes qui sont exposées aux valeurs limites de dioxyde de carbone. On parle beaucoup de pollution parce que c'est un sujet de santé publique, mais aussi il y a la pollution sonore qui est entraînée par cette logistique. Et là aussi, les pourcentages de franciliens qui sont concernés par les valeurs limites de pollution sonore, c'est des chiffres qui sont absolument effrayants. Donc la logistique est véritablement au cœur de toute la problématique urbaine. C'est d'ailleurs un petit clin d'œil de voir que ces 4 femmes qui parlent cet après-midi de la logistique, ce qui prouve que ce n'est pas qu'une affaire de gros camions, mais que c'est une affaire bien centrale qui questionne toute la ville. Et c'est bien évidemment pour toutes ces raisons-là que la Banque des Territoires que je représente s'est engagée en acteur responsable, en acteur financier dans ce pacte que la métropole a organisé et a signé avec les partenaires qui ont bien voulu l'accompagner. J'ai une question très rapide et après je donne la parole aux autres et je vous donnerai aussi à chacune, je vous poserai une question à chacune ensuite. Est-ce qu'il vous arrive de financer des projets d'immobilier logistique justement où là on peut dès le départ optimiser les flux et réduire l'empreinte carbone ? Oui, bien sûr. Donc, on est totalement dans le financement de ces hôtels logistiques, de ces entrepôts. Je reviendrai peut-être dessus sur les outils qu'on accompagne. Donc, on l'accompagne à la fois à travers des projets, donc des projets immobiliers qu'on fait, puis aussi à travers des outils de l'économie mixte. Et c'est très, très important d'équiper en immobilier logistique l'Île-de-France maintenant. D'ailleurs, c'est déjà tard pour le faire dans la zone dense. Et il y a une véritable urgence parce qu'après, il n'y aura plus de foncier et on ne pourra plus mettre d'entrepôt et on sera condamné à avoir les camions dans la ville. Marianne Loradour l'a rappelé, Sophie Ponsaillet, directrice des nouvelles mobilités de Renault. Trop de camions égale trop de congestion égale trop de pollution. Pour ça, il faut harmoniser les réglementations. Et d'ailleurs, la métropole a mis un groupe de travail et 16 communes, dès le début, en septembre, se sont engagées à harmoniser leurs réglementations, à écrire dans le même sens leurs arrêtés municipaux pour éviter qu'il y en ait des communes voisines, que les horaires de livraison ne soient pas les mêmes. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait améliorer les choses, justement, en termes de bilan carbone ? Bonjour, oui, clairement. Mais avant, je voudrais juste revenir sur un chiffre en plus de ce que vous avez évoqué. C'est que le transport de personnes, on en parle beaucoup, le transport de colis, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, ça représente effectivement 40% de plus de volume, d'enjeux que le transport de personnes. Donc c'est vraiment une préoccupation qu'on doit tous avoir en tête pour préparer l'avenir, y compris sur les hubs, effectivement. Y compris en tant que consommateur. Consommateur, effectivement. Voilà, donc après, pour revenir sur votre question, effectivement, en matière de réglementation, c'est important pour les opérateurs privés, mais aussi pour qui font la logistique de colis, mais aussi pour le tissu économique social, les TPE, les PME, les artisans, les commerçants, de savoir comment ils vont pouvoir se déplacer dans un territoire au global et pas seulement quartier par quartier. Donc c'est vraiment important pour eux qu'ils aient une visibilité sur le sujet et pour nous, constructeurs automobiles, de savoir les accompagner aussi dans la capacité qu'ils auront à évoluer demain. Nous, on a fait des estimations, on sait qu'il y aura plus de 120 000 véhicules utilitaires des artisans commerçants qui pourront plus circuler en Île-de-France avec la restriction sur le diesel, puisque vous le disiez, effectivement, les véhicules utilitaires sont quasiment tous au diesel. Et il y a la zone à faible émission que la métropole vient d'instaurer. Et donc là, il faut qu'on accompagne les grands groupes, mais aussi les artisans commerçants qui sont le poumon économique de nos quartiers. Il faut qu'on les accompagne pour trouver les bonnes solutions au bon moment. Ça peut passer par de l'autopartage, ça peut passer par de nouveaux modes de travail.
Il faut par exemple qu'eux aussi, on les écoute beaucoup au travers d'instances de travail qu'on a avec eux. On les écoute pour savoir comment ils pourraient changer de méthode de travail, comment un plombier peut se passer de son camion tous les jours pour aller travailler. Est-ce qu'on pourrait avoir un autopartage des artisans? Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'on va s'attacher à créer. Alors après, je ne vais pas trop parler de la gamme véhicule électrique de Renault, mais effectivement, on a un nouveau produit qui est très adapté, Master Z2, et qui nous permet effectivement 100% électrique de rentrer dans les villes de façon dépolluée, y compris d'un point de vue sonore, puisque le véhicule électrique ne fait pas de bruit. Merci. Oui, et maintenant on rajoute même du bruit pour les entendre pour les piétons. Exact. Laetitia Dablan, directrice de recherche à l'IFSTAR, donc l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. J'espère que j'ai rien oublié. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu ce que c'est l'IFSTAR et déjà justement comment vous avez travaillé un peu sur une approche globale sur la logistique et notamment en termes d'émissions CO2? Nous, on est un institut de recherche au sein de l'Université Paris-Est qui est une petite équipe qui travaille sur le transport des marchandises. On est plusieurs, à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et mon équipe en particulier travaille pas mal sur l'urbain. Effectivement, on collecte des données, on fait des bilans carbone aussi, ça c'est plus nouveau. Donc j'ai quelques chiffres récents là, à vous donner sur les bilans carbone des marchandises dans les villes. On a regardé beaucoup l'Île-de-France. Alors le scoop c'est ça, c'est 20% du bilan carbone des transports est lié aux marchandises pour l'Île-de-France. Et ça monte à 30 pour Paris. Donc il y a une différence aussi en fonction des territoires. Alors c'est normal aussi, puisqu'à Paris, il y a effectivement moins, dans la ville de Paris, moins de trafic automobile. Donc on fait ce genre de choses. On a aujourd'hui des données. C'est vrai qu'on entend parfois qu'il n'y a pas assez de données sur les marchandises. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à collecter tout ça. On a aussi des partenaires avec les entreprises qui commencent à nous donner leurs data. Donc maintenant, il s'agit aussi de les assembler. Ce n'est pas toujours le plus facile. Mais avec une espèce de grand faisceau d'indices, les données des uns et des autres et nos propres enquêtes, on commence à avoir un paysage de cette mobilité et de ses impacts, pollution locale, bilan CO2. Donc ne croyez pas maintenant, tous ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de données, il n'y en a jamais assez. Mais on commence à pouvoir produire des choses. Et un deuxième aspect sur lequel je voulais insister sur nos travaux, c'est qu'on est très internationaux. Alors on travaille beaucoup avec des collègues, soit en comparaison de données ou de travaux, soit directement avec eux sur des projets de recherche. Et moi, ce que je voulais aussi également ajouter à ce qui a déjà été bien dit là, dans cette table ronde, c'est le côté complètement homogène des phénomènes urbains liés à la logistique. Et ça, on n'y pense peut-être pas quand on a nos tables rondes sur l'Île-de-France, sur la France, sur nos grandes villes françaises, sur nos métropoles. Mais les métropoles voisines, d'une part, et beaucoup plus lointaines, voient les mêmes phénomènes. À un point même qu'on parle vraiment là de convergence. Et je ne parle pas seulement des États-Unis ou des villes d'Asie, je parle également de l'ensemble des grandes métropoles des pays émergents. Vous avez Glovo, par exemple, une nouvelle entreprise de livraison instantanée qui est espagnole d'origine, qui est très active à Paris, qui est très active en Amérique du Sud. Vous avez Amazon Prime Now qui est dans 50 villes dans le monde, et pas seulement aux États-Unis et en Europe. Vous avez les grands groupes chinois qui commencent à se diffuser en Asie en général. Tout ça, ce sont des innovateurs en logistique. Vous avez aussi le plus banal, mais on ne s'en rend pas compte, mais on a commencé à parler d'immobilier. Prologis, c'est partout maintenant. Et pas partout dans le monde, il est partout dans les métropoles. Et j'insiste beaucoup, on a des phénomènes de cette innovation logistique, ces activités logistiques nouvelles, ces mètres carrés d'entrepôts, c'est beaucoup dans et autour des très grandes villes donc, dans le monde. Donc cette convergence mondiale est également un phénomène à remarquer. D'ailleurs, ça nous facilite la tâche pour collecter des données parce que quand on a des HL avec nous, on a effectivement une comparaison beaucoup plus facile d'une ville à une autre parce qu'on a l'opérateur qui a beaucoup de données dans toutes les villes du monde. Bien sûr, mais pourquoi des entreprises rechignent encore à délivrer leurs données alors qu'elles pourraient en plus s'en servir pour mutualiser leurs opérations? Alors là, mutualiser leurs opérations, ça va être beaucoup plus dur. Mais déjà, arriver à
commencer à coopérer pour avoir ces données-là, c'est déjà une étape qu'on commence tout juste à franchir. Hein. Il y en a encore beaucoup qui sont réticentes et évidemment on les comprend. Hein. C'est un secteur extrêmement concurrentiel, les marges sont faibles, même pour les grands groupes. On ne s'amuse pas à donner comme ça. Donc on le fait avec des protocoles. C'est aussi parce qu'on est la recherche qu'on a accès à ces données et bien sûr tout est anonymisé par la suite. Les entreprises elles-mêmes, elles ont besoin de ces données, mais je pense que pour le moment, elles résonnent d'abord au sein des groupes. Les groupes sont de plus en plus grands. Hein. On a le secteur, la logistique et le transport se bipolarise de plus en plus. Et vous avez de plus en plus de très grands groupes, d'une part, et vous avez beaucoup de toutes petites entreprises qui sont souvent les sous-traitants des premiers. Et aujourd'hui, on arrive même à un secteur qui est globalement de plus en plus vers l'auto-entrepreneuriat, la micro-entreprise, pas seulement en France, c'est absolument partout. Donc on arrive à une atomisation du deuxième pôle, donc les très grands groupes, les donneurs d'ordre, transport logistique, et une atomisation des tout petits acteurs qui vont travailler avec les très grands. Donc il y a déjà une coordination au sein de ces grands groupes avec leurs sous-traitants. Ensuite, les filières s'organisent de plus en plus, de façon plus mutualisée qu'avant. La mutualisation globale et générale, on n'en est pas du tout là. On peut s'amuser sur le papier, regarder ce que ça donne. C'est effectivement fantastique, mais on n'est pas du tout dans ce monde-là aujourd'hui. Je pense qu'on est plutôt dans une organisation de groupes, de filières, et dans un monde très concurrentiel où ce travail de développement dans les grandes villes du monde est à l'œuvre dans tous ces grands groupes, effectivement, avec parfois des partages de frontières aussi. On commence à voir des groupes qui se spécialisent sur certaines régions du monde, laissant à leurs concurrents d'autres régions du monde. Les frontières aussi terrestres, on va aller sur le fleuve avec vous, Catherine Rivoilan, d'Aropa. Rappelez juste en 2 mots, s'il vous plaît, en quoi ça consiste. Et aussi, donc, le fleuve, c'est donc plus de marchandises dans des barges, mais aussi des camions qui montent sur des barges pour éviter d'encombrer les routes. Et les expérimentations sont en cours. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, merci. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui. Aropa, pour ceux qui ne connaissent pas bien, Aropa, c'est 60 ports sur Paris, au port de Paris, et 6 plateformes multimodales. Donc on travaille bien sûr en interconnexion avec les ports de Rouen et ports du Havre, et c'est pour ça qu'on forme ce grand ensemble qui s'appelle Aropa. Alors effectivement, le fleuve a un rôle primordial dans la logistique du dernier kilomètre ou la logistique d'approche vers les entrepôts. À titre d'exemple, on a transporté l'année dernière par le fleuve 20 millions de tonnes de déblais, et on a ainsi évité l'arrivée de presque 1 million de camions sur le territoire francilien. En fait, le raisonnement, il est assez simple. À chaque fois qu'on peut utiliser le fleuve et qu'on incite les opérateurs et les chargeurs à basculer sur un mode fluvial, l'intérêt est certain, mais il y a encore quelques réticences, ne serait-ce que le délai, le coût. Donc on a, nous, une action à Aropa d'accompagner l'ensemble des clients et d'essayer d'expliquer que finalement un schéma supply chain peut très bien intégrer du fleuve, du report modal dans un fonctionnement global et une vision stratégique globale. Alors, après, oui, on a des exemples qui fonctionnent très bien. On a celui de Franprix qui fait venir ses marchandises sur le dernier kilomètre à l'intérieur de Paris, sur le bief parisien, au port de la Bourdonnais. Et donc là, c'est finalement 40 à 45 conteneurs par jour qui arrivent par le fleuve. Et c'est au total une économie annuelle de COD de 230 millions de tonnes, ce qui commence quand même à faire pas mal. Alors on a aussi on travaille également sur des projets, l'objectif étant de se dire que finalement pour limiter l'arrivée de ces camions, que va-t-on mettre à disposition? Comment va-t-on travailler sur des projets à la fois innovants et en termes de réduction de l'usage au diesel? Donc on travaille sur des projets, je ne sais pas si vous avez vu le test qui a été fait par Speed Distribution avec un système d'embarquement de véhicules électriques ou gaz
qui va aller sur une péniche, sur une barge, avec un système roll-on, roll-off, et donc qui permet de pouvoir monter ces camions sur le dernier kilomètre, chargés de marchandises, avec quand même de la marchandise avec une certaine valeur ajoutée. Et donc ces camions vont monter sur ces matériaux flottants et vont ensuite aller délivrer des particuliers ou des professionnels. L'intérêt, c'est que forcément, on se rapproche du dernier kilomètre. L'intérêt, c'est qu'on sait aussi utiliser des énergies alternatives. Et finalement, on utilise le fleuve comme étant non pas une autoroute de la mer, mais finalement un accès assez simple pour se rapprocher des clients et du dernier kilomètre. Et pourquoi le fleuve est encore sous-utilisé aujourd'hui? Alors le fleuve est sous-utilisé parce qu'il a toujours cette image, malheureusement, de transport lent, de complications sur l'organisation des schémas directeurs logistiques. Encore une fois, si on raisonne report modal avec utilisation du fleuve sur une échelle de temps au niveau d'une réflexion de schéma directeur, mais cette fois-ci supply chain, il ne devrait pas y avoir de contre-indication à faire basculer la marchandise depuis la route vers le fleuve. Quand on fait venir de la marchandise par la voie maritime, des importateurs savent très bien qu'au départ des plus grands ports mondiaux, on a des risques également climatiques qui peuvent engendrer du retard. Eh bien, pourquoi pas donner la chance au fleuve et peut-être de lui octroyer un délai minima sur l'ensemble de la chaîne, et comme ça tout le monde arrive à réussir à fonctionner correctement. Et surtout, le fleuve apporte quoi? Il apporte une certaine garantie, une certaine sécurité garantie sur le délai, une sécurité sur le transport de ces flux pendant son cycle de transport, et puis quelque part on peut aussi massifier ces conteneurs sur une barge. Plutôt que de faire venir 90 camions. Une barge, c'est combien de camions à peu près? En fait, c'est 90 camions que vous mettez sur une barge. Donc, plutôt que de faire venir 90 camions de taille extrême, vous mettez ces mêmes conteneurs sur une barge et vous limitez l'arrivée de 90 camions. Alors, on sait aussi pousser une barge, 2 barges, 3 barges, on sait en pousser beaucoup plus. Hein. Mais à titre d'exemple, je pense que ça vaut quand même la peine de regarder de près. Et puis économiquement, on a également tout à y gagner. Et puis sur le plan de la pollution et des nuisances, également. Marianne Loradour, la Caisse des dépôts, Banque des territoires et Canadol France depuis plus de 200 ans, Quai d'Austerlitz depuis plus récemment. À quand les Sea Bubbles de la logistique financés par vos équipes? Je vous disais tout à l'heure, donc on finance des projets logistiques, donc des projets immobiliers, et on finance aussi effectivement des entreprises logisticiennes, et on les finance surtout sur un critère d'innovation pour aller chercher en fait d'autres façons de faire la logistique. Alors pour faire le lien avec ce que disait Catherine Rivaud-Allon, on vient de financer, là on vient de finir le closing sur une société logistique. Alors on est sur du colis, là on n'est pas sur des camions qui rentrent sur les barges, on est sur des colis de moins de 30 kilos, on est sur une messagerie. Mais on va le faire par le fleuve et c'est Fluidis qui va partir d'ailleurs du port de Tolbiac, du pont de Tolbiac à côté de chez nous, et qui va transporter donc par le fleuve. C'est un bateau qui est hybride, donc avec des groupes électrogènes électriques, et qui va transporter ses colis par le fleuve, et qui à l'intérieur d'ailleurs a ses propres structures de relevage, etc. pour être autonome par rapport aux équipements, et qui a aussi des triporteurs, des vélos électriques à l'intérieur du bateau. Et donc, lorsqu'il arrive sur ce dernier kilomètre, eh bien, les triporteurs sortent du bateau et vont livrer les colis de cette façon. Donc, je trouve que c'est effectivement une façon nouvelle, extrêmement écologique, et qui répond aux équations dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, qu'on a financé, c'est AMME qui conçoit ce bateau et qui va l'exploiter. Et nous sommes à côté. On a apporté des capitaux en tant qu'investisseurs minoritaires, comme on a l'habitude de le faire à la Caisse des dépôts.
La deuxième entreprise dont je voudrais parler, deuxième illustration, c'est la Sogaris. La Sogaris, d'abord, c'est une structure intéressante puisqu'elle fait de la logistique avec un modèle d'économie mixte. Donc actionnaire Ville de Paris, mais aussi les départements de la métropole, et puis actionnaire privé, la Caisse des dépôts. Et la Sogaris développe un modèle de logistique, la logistique du dernier kilomètre, avec à la fois des très gros entrepôts de plus de 50 000 m². C'est des entreprises qui sont très capitalistiques, hein, parce qu'on a des très très gros entrepôts, des fonciers très importants, très loin donc tout autour de la ville dense. Et puis ensuite des entrepôts plus petits. On va se retrouver autour de 10 000, 15 000 m² lorsqu'on se rapproche de la zone dense. Et puis ensuite, dans l'hypercentre, des petits entrepôts, des petites zones de stockage qui vont être entre 1 500 et 3 000 m² et qui, de là, vont permettre de changer en fait de flotte à chaque fois qu'on change de modèle d'entrepôt logistique pour aller vers des véhicules plus légers, plus propres et plus économes en CO2. Par exemple, un des hôtels logistiques de la Sogaris, il est à Beaugrenelle, complètement inséré dans l'hypercentre de Paris. Je crois qu'il fait 3000 m² et il fonctionne avec une flotte électrique extrêmement légère. La Sogaris a aussi développé, je crois que c'est une innovation aussi, c'est la première fois qu'on essaye de faire de la logistique urbaine ferroviaire. Et donc là, c'est l'hôtel logistique de la Chapelle Internationale, qui est dans le 18e arrondissement. On le fait d'ailleurs avec Aropa, hein, chère Catherine, puisque Aropa fait aussi dans le ferroviaire, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et là, donc, c'est l'objectif d'aller chercher, pour le coup, par le rail, très loin, évidemment, la marchandise, de la ramener dans l'hypercentre, et là aussi avec des moyens de flotte légère et économe de distribuer la marchandise dans Paris. Et ce modèle-là est intéressant parce qu'en plus, il est très mixte. En fait, cet hôtel logistique de la Chapelle Internationale, il a donc cet entrepôt de logistique, il a ce grand hall de 400 mètres ferroviaire, mais il a aussi des bureaux, il a au-dessus, je crois que c'est la plus grande toiture et la plus grande zone agricole à l'intérieur de Paris. Et donc, on voit bien qu'avec ce modèle-là, on peut aussi aller rechercher, et c'est aussi rechercher d'autres éléments économiques, parce que c'est compliqué de la rentabilité de la logistique ferroviaire, et donc de rechercher à travers cette mixité des usages de l'entrepôt un modèle économique global qui fonctionne. Donc c'est la mixité, en fait, le modèle économique de la logistique de demain. Là, sur l'entrepôt de la ferroviaire, on a effectivement un modèle économique qui marche par sa mixité. Après, le modèle Sogaris plus global, c'est une logistique du dernier kilomètre, tel que je viens de l'expliquer, avec chaque entrepôt en fait, à son fonctionnement. Chaque entrepôt est un modèle, un entrepôt immobilier et a sa propre rentabilité. D'accord. On a parlé tout à l'heure de la zone de faible émission de la métropole qui rentrera en vigueur au 1er juillet 2019. Et la région Île-de-France, elle bannira le diesel dès 2024 pour l'ensemble de la région. Comment vous vous y préparez, vous, en tant que constructeur automobile? Alors, on s'y prépare à différents niveaux. D'abord, on s'y est préparé avec notre gamme de véhicules électriques, puisque effectivement, on a en véhicules particuliers, véhicules utilitaires, tout un ensemble de propositions à apporter à nos clients. On s'y prépare aussi en écoutant, en partageant avec les mairies, les territoires, les métropoles, en écoutant nos clients, en écoutant les partenaires, les clients particuliers aussi, parce qu'ils ont des besoins aussi en matière de livraison. Donc il y a beaucoup d'échanges qui s'opèrent. Alors on échange avec des grands groupes dont le rôle est de livrer des colis. On échange avec des startups aussi qui s'implantent sur la livraison du dernier kilomètre et avec qui vraiment on fait des tests grandeur nature sur les grands groupes et sur les startups. Vous pourriez nous donner un petit exemple peut-être? Des startups? Non, mais d'expérimentation. C'est en fait de leur mettre à disposition un Master Z2 et de faire des tournées, pour de vrai, des vraies tournées de livraison
du dernier kilomètre pour voir comment on opère une tournée avec un véhicule Master Z2, comment on fait pour recharger, à quel moment on fait pour recharger, sur quelles infrastructures. C'est important effectivement de penser, d'imaginer ça avant qu'il n'y ait plus de place pour mettre en place ces infrastructures globales qui doivent être pensées pour tous les opérateurs de mobilité dernier kilomètre. Donc là, on fait avec des grands groupes, avec des startups, et puis on le fait aussi à l'écoute de clients particuliers qui ont besoin de se faire livrer un canapé qu'ils ont acheté, avec des artisans commerçants qui pourront plus rentrer peut-être, d'abord dans l'hypercentre et après progressivement de plus en plus loin des frontières de Paris, ils pourront rouler qu'en véhicule électrique. Ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir aujourd'hui. Pour rentrer un peu dans le jargon de l'automobile, les lois de roulage, c'est-à-dire le fait qu'on achète un véhicule ou qu'on loue un véhicule pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, globalement, ça fait qu'il faut réfléchir maintenant à l'évolution de son parc automobile pour les différentes entreprises qui possèdent des véhicules utilitaires. Et donc là, il y a tout un travail d'approche, d'explication et de conviction aussi à donner, à communiquer envers nos clients. Expliquer ce que pourrait être l'autopartage pour le véhicule utilitaire, c'est important. Quel autopartage pour le véhicule utilitaire électrique avec des spécificités particulières. Ça peut être aussi pour du frigo. Effectivement, il y a des métiers qui ont besoin de véhicules utilitaires zéro émission frigo. Mais là aussi, il faut qu'on intègre tout ça. Parce que ça consomme de l'énergie aussi. Alors, il y a des inventions. Hein, maintenant, sur du dernier kilomètre, on peut partir avec des cabines frigo qui sont autonomes pour la durée de la tournée. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on invente aussi avec nos partenaires carrossiers pour être au plus près des besoins de nos clients et en écoutant effectivement aussi les territoires qui font évoluer la réglementation pour moins de pollution et moins d'embouteillage. Quand on préparait cette table ronde, Laetitia Dablanc, vous m'avez parlé d'une thèse qui était justement financée par Renault, chez vous à Lifstar, sur les freins à lever liés à l'acquisition de véhicules électriques. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire quelques mots ? Oui, alors on a regardé de près les contraintes des opérateurs, des livreurs d'aujourd'hui en fonction des filières et on a essayé d'évaluer le potentiel pour eux d'acquisition ou d'exploitation, d'utilisation en location d'un véhicule utilitaire léger électrique. Alors on est vraiment, je répète, on est parti de la réalité économique d'aujourd'hui, différenciée en fonction des différentes filières. Vous savez qu'en logistique, dans la ville, il y a énormément de filières, de profils logistiques différents. On est parti des contraintes de coût, bien entendu. On est parti des contraintes de distance à parcourir, en fonction des contraintes de tournée pour les uns et les autres. Et on est parti de la réalité des subventions d'aujourd'hui qui sont élevées. Et on a estimé, en faisant un scénario un peu prospectif, que ces subventions allaient rester globalement les mêmes au niveau des pouvoirs publics, ce qui veut dire, s'il y a de plus en plus de véhicules électriques, utilitaires et autres, que par véhicule, il y aura moins de subventions. Il y aura une tendance générale à la réduction, puisque les budgets ne pourront pas augmenter énormément sur l'ensemble en valeur absolue. Alors, je répète, contraintes, coûts, contraintes d'exploitation. On prend en compte évidemment la baisse tendancielle du prix des batteries, et ça, elle va se poursuivre. C'est même un des domaines majeurs d'innovation accélérée en ce moment. Donc ça, c'est bien, et ça va se poursuivre. Vous mettez tout ça dans un modèle, et vous regardez ce qui peut se passer en termes de part de marché. Donc je vais vous donner cette part de marché potentielle que j'appelle réaliste. Elle donne l'ordre de grandeur du possible aujourd'hui si on change pas beaucoup les règles du jeu. Et si les subventions baissent donc légèrement. On arrive à 13% de part de marché dans l'utilitaire aujourd'hui pour la livraison. Dans les grandes villes, on a pris l'Île-de-France, à l'horizon 2030. Bon, mettons l'horizon 2024 où on n'aura plus officiellement de diesel pour livrer. Donc voilà, ça vous donne quand même un certain ordre de grandeur. C'est pas zéro, c'est pas non plus 100%. C'est pas grand-chose. C'est pas mal, c'est 13%, et encore une fois, c'est si on ne change pas les règles du jeu. Ouais, et si je peux me permettre, c'est aussi sans compter les entreprises qui ont des politiques RSE qui sont de plus en plus contributives à l'évolution de ce pourcentage.
Et je pense que sans C'est forcément vrai. avoir de fortes contraintes d'un point de vue légal et juridique, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des efforts et qui sont prêtes à contribuer de basculer du thermique vers l'électrique. Voilà, c'est une des voies. Je parlais des grands groupes tout à l'heure qui étaient les donneurs d'ordre. Effectivement, ça va aussi passer par ça. Mais moi, je pense que justement, ça nous donne quand même un ordre de grandeur qui nous fait penser à ce qu'il faudrait faire si on veut changer un petit peu ces règles du jeu. Et il y a des choses comme vous l'avez évoqué, mais les zones à faibles émissions, elles existent hein, potentiellement quand même depuis longtemps, même depuis toujours. Hein. Les communes aujourd'hui, depuis 200 ans, peuvent en fait mettre en place une zone à faible émission en France. Alors, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'elles ne le font pas. Elles sont extrêmement timides. Donc, depuis 10 ans, nos voisins européens, et là, on est très spécifique en France, nos voisins européens mettent en place des zones à faibles émissions qui, en plus, sont plutôt bien respectées. Alors, nous, on en a peu et elles sont encore assez mal respectées. Donc, c'est un peu ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'on a ces règles du jeu qu'il nous faut changer si on veut dépasser ce 13% de livraison ultra propre. Mais si on veut commencer déjà par des livraisons où les parcs seraient un petit peu moins anciens qu'aujourd'hui. Or, ils restent encore dans les villes françaises très anciens. Et là, on fait beaucoup de comparaisons avec les villes européennes, hein, si on veut s'arrêter là. Mais on pourrait faire en plus la comparaison avec des villes à l'extérieur de l'Europe. Ce serait encore plus défavorable. Mais je pense que là, on a un vrai enjeu, non pas forcément de changement du cadre législatif. La LOM va aider, tant mieux. Mais aujourd'hui, il est déjà la loi bon, le Borne cadre. présentée hier, la loi Voilà. d'orientation des mobilités, Elle va va donner plus de renforcer. pouvoir aux collectivités. Elle renforce les dispositifs. Mais il faut que les villes prennent en main les possibilités qu'elles ont déjà. Il faut vraiment qu'elles arrêtent d'être aussi timides sur ces aspects-là. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires qui circulent à Paris devraient tous avoir une vignette qu'on appelle les vignettes critères. C'est-à-dire pour nous tous, d'ailleurs, nous avons ces vignettes, particuliers, véhicules de service et véhicules utilitaires. Bon, il y a à peu près un tiers des véhicules qui ne l'ont pas. Donc c'est tout bête, mais c'est des choses par lesquelles on devrait commencer pour renforcer un peu ces règles du jeu dont je parlais tout à l'heure. Merci, vous m'avez inspiré ma question suivante. Est-ce qu'il faut des vignettes critères aussi sur le fleuve? Et plus généralement, où en êtes-vous en matière de motorisation électrique, voire électrique et ou à hydrogène? Bonne question. On pourrait très bien imaginer de mettre une vignette sur la flotte fluviale. Bien près du Alors, ce que l'on fait va un peu dans ce sens. On a lancé en 2016 le premier trophée de la flotte fluviale avec notamment des thématiques très intéressantes. C'est qu'on a, sur la base du volontariat, encore une fois, donc là c'est encore un petit peu naissant, on a demandé à la profession des bateliers de bien vouloir accepter d'être audités sur 5 thèmes principaux, hein, qui sont notamment les effets de la pollution, la gestion des déchets, qui concernent également la protection des milieux aquatiques, la lutte contre les nuisances lumineuses et sonores, et puis bien évidemment, quel est le niveau de maturité de cette profession en termes de système de management environnemental, notamment quand on parle de cette norme ISO 14001. Donc on encourage vous parliez d'une vignette, oui effectivement, c'est peut-être l'aboutissement, mais pour le moment, je pense qu'on a un grand travail à faire de compréhension du sujet et comment on rend une flotte qui n'était peut-être pas forcément très propre jusque maintenant, et la transformer vers une flotte beaucoup plus propre. On travaille également, alors vous me parliez de motorisation, bien évidemment le sujet de la motorisation fluviale, c'est un objet de tous les jours, c'est-à-dire que c'est quand même notre préoccupation. Quand on est à la tête d'un port, on se doit aussi de transformer les modes de carburation et essayer de bannir le diesel. C'est aussi une question de maintien de la biodiversité. Ah mais bien sûr, mais on a, dans ce sens de maintien de la biodiversité, on a créé un groupe de travail où on va retrouver dedans VNF, la DGITM, la DRIEA, mais également la communauté portuaire de Paris et bien sûr AROPA. Donc on a créé un groupe de travail pour essayer d'imaginer comment demain on pourrait aller vers une motorisation beaucoup
plus propre, qu'elle soit électrique, en bio-GNV. Voilà, on travaille sur ces questions-là et on est allé s'inspirer. Vous parliez des capitales européennes, on est aussi allé s'inspirer, on est allé voir ailleurs, on est allé voir Où ça, par exemple? dans le nord de l'Europe, à Amsterdam, on est allé voir ce que l'on pouvait, là où on pouvait trouver une source d'inspiration pour travailler ensemble. Encore une fois, c'est une réussite et ça ne peut être qu'un succès collégial. Si on est chacun dans notre coin en train d'essayer d'imaginer ce que l'on pourrait faire demain, on va perdre un temps fou, ça va devenir extrêmement chronophage pour les équipes, alors qu'il y a déjà des capitales européennes ou des villes européennes qui ont déjà franchi ce cap. Donc il faut, à mon sens, aller s'inspirer des bonnes pratiques européennes pour après nous gagner en agilité et avancer sur cette question des motorisations propres. Alors après, va se poser la question des infrastructures. Bien évidemment, quand on aura basculé la motorisation traditionnelle vers une motorisation beaucoup plus propre, va se poser la question des infrastructures. Donc il va falloir Des bandes de recharge sur les quais. Et voilà, il va falloir qu'on aménage les quais avec des bornes électriques. Alors ces bornes électriques ou gaz demain, on peut tout imaginer, ou hydrogène. Eh bien, demain, il va falloir s'y mettre, il va falloir les positionner. Et c'est déjà un projet sur lequel on travaille sur l'axe Seine entre Le Havre et Paris pour pouvoir équiper ces quais de bornes, à la fois pour la batellerie, mais on a aussi oublié tout à l'heure de parler du tourisme, par exemple. Donc on a quand même pas mal de touristes qui utilisent les bateaux dans le bief parisien, mais qui l'utilisent également sur l'axe Seine. Donc là aussi, on a un rôle à jouer extrêmement important pour arriver à convaincre cette profession de basculer d'une motorisation traditionnelle vers une motorisation beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus pérenne et très certainement beaucoup plus respectueuse de son environnement et de la biodiversité. Marianne Lorador, la Caisse des dépôts, Banque des territoires, est partie prenante aussi du programme Action Cœur de Ville qui se déploie sur tout le territoire, mais y compris aussi dans le Grand Paris, Île-de-France, pour justement revitaliser les centres-villes dont on voit parfois l'image d'Épinal, le rideau de fer fermé, pour peut-être aller moins vers les centres commerciaux qui ont pullulé à côté. Ça aussi, ça peut diminuer l'empreinte carbone de la logistique. Oui, alors le sujet des centres-villes, et notamment des centres-villes moyennes, là, quand on est sur ce programme Action Cœur de Ville, on est sur des villes... 222 villes moyennes. 222 villes moyennes au niveau national, 19 en Île-de-France, des villes entre 20 et moins de 100 000 habitants, qui d'ailleurs abritent le quart des Français et qui concentrent en fait... des indicateurs socio-économiques extrêmement défavorables, avec un taux de pauvreté très supérieur à la moyenne nationale. On est à 19% au lieu de 12%, avec le sujet de la vacance des commerces, la désertification des services publics, et donc d'ailleurs des sujets qui sont un peu au cœur de notre actualité, si on y réfléchit bien aujourd'hui et en ce moment. C'est pour ça donc qu'il y a eu ce programme Action Cœur de Ville lancé par le gouvernement, et c'est pour ça que la Banque des territoires le soutient massivement. Le directeur général a décidé de mettre 1,7 milliard au niveau national, dans ces centres-villes, avec des investissements, avec des études et avec des financements. Alors, la réhabilitation de ces centres-villes, ça passe par la réhabilitation de l'habitat, ça passe par les mobilités, par l'accessibilité, ça passe par le développement économique, les services publics, et puis ça passe évidemment par le commerce et par une bonne gestion, et on y revient, de la logistique. Ça passe aussi d'ailleurs par une équation impossible, par une injonction paradoxale, comme on dit, parce qu'en fait, les habitants, enfin nous tous, on veut tous moins de camions, on veut tous moins de bruit, on veut tous plus de calme, plus de végétal, et en même temps, on veut pouvoir avoir nos services, nos marchandises, nos livraisons à la minute. On est tous ces internautes qui commandons et qui regardons si on va bien être livrés dans l'heure. Et donc, effectivement, on pose en fait aujourd'hui cette injonction paradoxale à tous ces centres-villes et au commerce. Alors, d'ailleurs, vous avez vu, alors pour ceux qui ne lisent pas que la tribune,
et qui lisent aussi. Merci Marianne Lauradour. On avait dit, hein, César, qu'on faisait un petit peu de publicité pour la Tribune, et qui lisent aussi le Parisien. Il y avait un dossier sur la food tech hier dans le Parisien, avec justement cette digitalisation de la alimentaire qui était assez intéressante et qui était assez centrale sur notre table ronde. Alors, dans ces centres-villes, on voit bien qu'en même temps, la logistique peut être véritablement conçue comme une création de valeur si on l'intègre dans le plan local de l'urbanisme, si on l'intègre dans l'aménagement, si des emprises foncières sont réservées pour cette logistique, si le plan de flux de circulation est conçu pour elle, on voit que cette logistique va s'intégrer en fait dans le cœur de ville et apporter pour tous de la valeur, du développement économique, hein, puisqu'on l'a dit, la logistique est créateur d'emplois. Et donc, c'est tout à fait gagnant-gagnant que d'essayer d'équiper, au moment où on a cette réflexion sur les cœurs de ville, d'essayer de les équiper d'entrepôts, de gestion de flux, de partage de la voirie, pour que cette ville intelligente de demain rencontre aussi la logistique intelligente de demain. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, hier, lorsqu'elle présentait sa loi devant un nombre d'acteurs publics et privés, disait « on a enfermé beaucoup trop de Français dans la logique de la voiture. On a construit autour de la logique de la voiture. » Donc, comment on va faire avec des parties prenantes comme vous pour construire la ville de la voiture partagée, propre, et donc de la logistique propre et partagée de demain? Vaste question pour quelques minutes pour la réponse. Globalement, on travaille sur différents sujets. On travaille autour du partage de la voiture, effectivement, qu'elle soit en véhicule particulier, en véhicule utilitaire. Il y a un problème de micro. C'est mieux. On travaille donc sur le partage du véhicule particulier, du véhicule utilitaire, donc sur le transport de personnes au travers du véhicule avec chauffeur, de l'autopartage, et sur la livraison dernier kilomètre, on a aussi une action pour partager le véhicule utilitaire et faire en sorte que ces usages répondent au mieux aux besoins de chaque opérateur, de chaque acteur de la vie économique. Donc là, effectivement, on est sur tout le modèle qui concerne la vie de la cité. Donc sur la partie livraison du dernier kilomètre, on va aller pas à pas. Je pense qu'on ne pourra pas inventer tout, même si on voudrait le faire. On ne peut pas inventer tout de suite, ça va être progressif. Il va y avoir beaucoup aussi de convictions, beaucoup d'échanges et beaucoup d'actions à mettre en place sur la façon dont on utilise aussi nos nouveaux services de mobilité. Notamment aussi, on en a parlé sur les hubs. Il y a le véhicule d'une part, il y a les hubs d'autre part. Comment on va interagir ensemble sur ces dispositifs-là, entre les différents opérateurs concernés. C'est important aussi d'y aller progressivement, rapidement, mais on ne saura pas tout faire d'un coup. Il faudra qu'on soit en capacité d'y aller avec différents acteurs, à différents moments, mais sans perdre de temps, parce que la loi va nous forcer à y aller selon un certain rythme. En tout cas, il faut qu'on ait, nous, une capacité de conviction des différents clients qui sont aujourd'hui les nôtres sur le véhicule utilitaire. Donc là, c'est beaucoup d'énergie qui va devoir être proposée pour y arriver et pour encadrer effectivement la façon dont on va partager le véhicule utilitaire électrique de demain. Ça va nous autoriser, alors nous on a des études qui disent qu'on aura 15% en moyenne en 2025 de véhicules immatriculés qui seront partagés. Donc là on est sur un parc d'immatriculation 2025, on prend tout ce qui sera immatriculé, 15% seront des véhicules partagés. Donc ça veut dire quand même que c'est conséquent et qu'il faut y aller maintenant parce qu'effectivement on va être obligé d'expliquer et d'accompagner nos clients sur ces sujets-là dès aujourd'hui pour 2025. Il nous reste un peu plus de 5 minutes, donc je voulais vous demander à chacune une proposition à mettre en place immédiatement pour décarboner. Madame Dablanc. Non, mais en 1 minute, oui. Donc moi, je propose vraiment que la décarbonisation passe par une optimisation de la ville au sens de l'accroissement des livraisons la nuit, par exemple. C'est vraiment un univers nocturne qu'on a très très peu exploré et les logisticiens sont prêts
c'est la ville plutôt qui n'est pas prête, pas tant en termes de réglementation qu'en termes d'organisation de la confiance, je veux dire, entre les destinataires, particuliers ou commerçants, et la logistique. Mais la logistique est prête et ça peut permettre une amélioration de ces questions-là. Et le deuxième sujet qu'on a qu'on a beaucoup abordé dans la table ronde précédente, mais c'est le vélo. Il y a plusieurs vélos qui font de la logistique. Il y a énormément de vélos qui font. Il y a les vélos cargo un peu sympas qui font de la logistique de tournée, mais il y a aussi tous les vélos des auto-entrepreneurs. Et ceux-là, ils sont là pour rester. Je pense qu'il faut beaucoup plus de formation professionnelle, notamment. Il faut tirer vers le haut ce secteur, mais il faut le garder, il faut le conserver comme quelque chose de positif aujourd'hui qui est arrivé dans nos villes. Catherine Rivoilan, plus de livraison la nuit et moins de lumière sur les pauvres riverains de l'île Saint-Louis? Oui, alors c'est moins de lumière la nuit. Je ne peux pas vous le garantir maintenant, mais je pense que vous posiez la question de moins décarboné. Eh bien, alors moi j'aurais tendance à dire que plus on va apporter, moins on aura de rupture de charge, plus on va fluidifier les process logistiques de livraison des marchandises, et plus le report modal se fera, à mon sens, de façon très naturelle. Mais encore faut-il interconnecter tout le monde. Je le disais tout à l'heure, décarboner sa logistique, ça demande un effort non pas d'une seule personne, d'un seul acteur, mais d'une collectivité d'acteurs dans le cadre d'une vision extrêmement globale. Quand on a fait le dernier hackathon, le 16 et 17 novembre, où on a invité des étudiants et on a invité des professionnels à participer à ce hackathon, je peux vous assurer que les idées étaient merveilleuses et nombreuses. Donc je pense qu'il faut, pour pouvoir rentrer dans cette démarche de décarboner, il faut qu'on ouvre ses esprits, qu'on écoute ce qui se passe autour de nous, qu'on aille chercher les bonnes pratiques et surtout faire travailler tout le monde ensemble. Proposition? Capacité à intégrer dans la ville de l'autopartage véhicules électriques utilitaires, effectivement, pour être en mesure de fournir dans le centre de Paris, en périphérie, au-delà même, la capacité d'accéder facilement, simplement à des véhicules électriques pour que chaque métier puisse faire ce dont il a besoin en électrique. Donc ça passe aussi par la mise à disposition de labels pour accueillir des opérateurs qui ont envie de participer à cet effort. Marianne Loradour, le mot de la fin. Pour décarboner, je crois qu'il faut en parler, il faut le faire savoir, et j'ai envie de dire plus de conférences sur la logistique organisées par la Tribune. Merci. Merci à vous, mesdames.